Analyser les conséquences de la publication de ce rapport sénatorial sur l'affaire Benalla avec mes invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Muriel Jourda. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Morbihan, co-rapporteur de cette commission d'enquête parlementaire. Jean-Luc Fichet est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Finistère. Philippe Bonnecarrère est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur centriste du Tarn. Et puis, pour nous éclairer sur cette affaire Benalla, Jean Garrigue, vous êtes historien, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po. Merci d'être sur ce plateau. Muriel Jourda, après 7 mois de travaux, ce rapport tant attendu a enfin été présenté ce matin à la presse. Un verdict implacable, sévère pour l'Élysée. Écoutez, j'ai le sentiment qu'effectivement l'Élysée l'a trouvé sévère. Nous nous sommes contentés d'être assez factuels et d'analyser à la fois les auditions et les documents qui nous avaient été adressés et qui effectivement font ressortir un certain nombre de dysfonctionnements que nous ne pouvions pas passer sous silence. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté politique, une sorte de travail politique qui a été fait avec ce rapport sénatorial? On voit, Jean-Luc Fichet, les critiques nombreuses de la part soit des membres du parti présidentiel, soit Benjamin Griveaux, qui justement a parlé de contre-vérité à l'issue du Conseil des ministres ce matin. On se pose la question de savoir s'ils prennent la mesure du problème qui est posé. Puisque au-delà de l'affaire Benalla, ce que l'on constate quand même, et ce que le rapport met bien en évidence, c'est l'ensemble des dysfonctionnements qui tournent autour de la présidence de la République. Et bien évidemment que à chaque étape, les choses on dit mais non, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est pas grave, qu'ils viennent me chercher. Puis tout d'un coup, il y a un rapport qui est suite d'un travail conséquent qui a été fait par les sénateurs et qui met en évidence des dysfonctionnements, qui les nomme et qui dit voilà, maintenant on va vous faire des propositions pour que cela ne se reproduise plus. Alors bien sûr que à partir du moment où la chose est dite et elle est faite, ça pose des problèmes et ça gêne ceux qui n'y croyaient pas jusqu'à maintenant. Ouais. Le Sénat est dans son rôle, Philippe Bonnecarrère, avec cette mission de contrôle parlementaire? Je crois que oui, il ne faut jamais reprocher au Sénat de vouloir aller plus loin dans le travail et aussi d'aller plus loin en termes de transparence. Je crois aussi que le Sénat, qui a un mode électoral qui lui est propre, en tout cas qui est indépendant de l'élection présidentielle, doit jouer son rôle de contre-pouvoir. Peut-être un peu une nuance par rapport à une forme de tension à la première lecture de ce rapport. Il y a effectivement des constatations de dysfonctionnement, mais il y a aussi 13 propositions qui, me semble-t-il, sont pondérées, raisonnables et peuvent intéresser l'exécutif une fois qu'il aura souhaité en prendre une lecture plus apaisée. Jean Garrigue, est-ce que le rapport du Sénat est de nature à apaiser les relations entre la Haute Assemblée et l'exécutif? Au contraire, est-ce que ça met de l'huile sur le feu, selon vous? Je ne suis pas sûr que ça aboutisse à un apaisement des relations, mais ça aura abouti au moins à deux choses. D'une part, à faire reconnaître par le grand public ce qu'est le rôle du Sénat, ce qu'est un contre-pouvoir législatif. Et à mes yeux, d'amoureux du système parlementaire, c'est quelque chose de très important. Et je pense que cette commission sénatoriale a joué ce rôle de manière exemplaire, avec à la fois la précision et la retenue qui s'imposait, en laissant d'un côté tout ce qui concernait les investigations judiciaires et en se polarisant sur les questions de fonctionnement du système politique. Et la deuxième chose, ce sont précisément ces préconisations. Moi, en tant qu'observateur de la vie politique, il y a très longtemps que je pointe ces dysfonctionnements. La toute-puissance du système présidentiel, de la présidence dans le système de la Ve République en est véritablement la preuve tangible. Je veux dire qu'il y a une nécessité de réguler le recrutement des collaborateurs de l'Élysée, d'enquêter sur leur capacité, etc. Donc je veux dire que ces préconisations sont très importantes parce qu'au fond, c'est ce qui va ressortir de ces enquêtes. Et tout l'enjeu, on voit bien, du Sénat, ce n'était bien de ne pas empiéter sur le travail de la justice. Ça a été d'ailleurs rappelé ce matin par Philippe Bas, le président de la Commission des lois, président de cette commission d'enquête. Je vous propose de le réécouter tout de suite. Il y a la part de l'autorité judiciaire, il y a la part de l'enquête parlementaire. Elles sont complémentaires et elles vont dans la même direction. C'est très important de le dire. Nous avons confiance dans les institutions de la République, le Parlement auquel nous appartenons, bien sûr, la présidence de la République, l'autorité judiciaire, le gouvernement, et nous tenons à ce que cette confiance soit confortée par les propositions que nous faisons, qui sont des propositions constructives, destinées à éviter qu'à l'avenir,
on puisse se retrouver dans ce genre de situation. Muriel Jourda, des propositions constructive qui souligne malgré tout, c'est un premier constat, que la sécurité du président de la République a été particulièrement affectée pendant la première année de son quinquennat, en cause la présence d'Alexandre Benalla à ses côtés. Oui, tout à fait. C'est un constat que nous avons pu faire, qui est que malgré toutes les dénégations qui ont été apportées, M. Benalla avait de fait un rôle de garde du corps et en tout cas s'immisçait dans la sécurité du président, alors qu'on sait que cette sécurité, traditionnellement, eh bien, elle est exercée soit par des militaires, soit par des officiers de sécurité civile, mais en tout cas par des professionnels qui sont formés. Et introduire Alexandre Benalla au milieu de ce système n'a pu que le faire dysfonctionner. Donc ça, c'était une vraie difficulté qu'il fallait relever, et il fallait réaffirmer que, conformément à ce qui s'est toujours passé, eh bien, ce devaient être des professionnels formés, entraînés, pour ce faire, qui devaient assurer la sécurité du président de la République. Ça aurait pu avoir des conséquences graves, la présence de ce collaborateur officieux, de ces collaborateurs qui voulaient peut-être réorganiser la sécurité en mode privé, Jean-Luc Fichet. C'est ce qu'on a cru comprendre, effectivement, c'est qu'il y avait un projet de réorganisation auprès du président de la République d'un système de sécurité privé, et donc on peut s'inquiéter effectivement de cette mesure-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça aussi, il y a quand même ce cheminement d'Alexandre Benalla, qui est brigadier de gendarmerie et qui devient, comme par miracle, lieutenant-colonel de gendarmerie de l'opérationnel, enfin réserviste de l'opérationnel. Ce qui est quand même absolument fantastique, puisque ce sont des années et des années de formation pour acquérir ce type de compétences-là, qui s'acquiert pour quelqu'un qui a 27 ans et qui tout d'un coup est érigé au sommet un petit peu des grades de la gendarmerie. Et sans formation, puisque la formation qu'il a reçue dans ce qu'il nous a présenté lors des auditions est vraiment minimum, quoi. Donc effectivement, c'est inquiétant. Il avait pris une place excessive au sein de l'Élysée, selon vous, Philippe Bonnecarrère, Alexandre Benalla? Probablement, je ne suis pas forcément passionné, madame, par la vie et les œuvres de M. Benalla. Ce qui est plus important, c'est l'aspect général. Nous sommes dans un pays qui a un régime très présidentiel. À partir du moment où notre régime est très présidentiel, il faut s'assurer que son fonctionnement soit bien sûr optimum. Et là, ce dossier a été le révélateur, à la fois du fait qu'un collaborateur avait très clairement trompé la confiance du président de la République, mais aussi qu'il y avait des améliorations à apporter. Proposer des améliorations ne me paraît pas une atteinte à l'équilibre de nos institutions. C'est pour ça que je pense qu'on peut aussi avoir une vision de ce rapport apaisé, comme je l'indiquais il y a quelques secondes. Jean Garrigue, les sénateurs parlent d'une incompréhensible indulgence dont a pu bénéficier Alexandre Benalla. Oui, on le sait bien, sans langue de bois, la campagne d'Emmanuel Macron s'est faite sur un ensemble d'une dizaine de personnes, très resserrées. Alexandre Benalla a donné des gages de ses capacités, de son expertise en matière de sécurité. Il a été une sorte d'homme de confiance d'Emmanuel Macron. Et on voit très bien ce qui s'est passé. Il a été propulsé dans une fonction pour laquelle il n'était pas taillé, parce que on peut dire qu'il a aussi un peu pété les plombs, comme l'auraient fait beaucoup de jeunes de son âge, en se voyant investi de cette toute-puissance. Et c'est ça qui pose problème. C'est que la fonction présidentielle, ce qu'est le rôle du président dans notre Constitution, dans nos institutions, fait qu'il y a une sorte d'aura de toute-puissance qui lui a permis d'obtenir le passe-droit d'aller faire du service d'ordre place de la Contrescarpe, d'avoir des passeports diplomatiques, etc., de garder un téléphone théorème. Tout ça participe d'une révérence excessive envers un pouvoir qui n'est pas assez codifié et régulé. Donc si on peut le codifier, le réguler, dans la mesure où ça reste le pouvoir majeur dans nos institutions, je pense qu'il faudrait y réfléchir aussi, mais en tout cas, dans la mesure où on a là un instrument de toute puissance avec la fonction présidentielle, alors il faut la codifier, la réguler. Il est bien que les contre-pouvoirs, notamment le contre-pouvoir législatif, s'expriment. Donc tout ça me paraît sain. Et j'ajouterai quelque chose. On est dans une période de crise majeure de la démocratie représentative, de contestation de la démocratie représentative. Quel meilleur exemple pour légitimer cette démocratie que de voir un Sénat qui fait son travail de contre-pouvoir, que de proposer une régulation des excès de la présidence. Moi, ça me paraît très, très positif. Il y a eu une dérive personnelle, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire un temps. Muriel Jourda, finalement, cet argumentaire ne tient pas, selon vous?
Il y a probablement une dérive personnelle parce que nous parlons de comportement personnel et j'adhère totalement à l'analyse qui vient d'être faite sur le fait que le pouvoir élyséen a pu en quelque sorte monter à la tête de M. Benalla. Mais ces dérives peuvent exister partout. Il faut que le système puisse les freiner. C'est ça la difficulté. Qu'il y ait une dérive peut arriver. Mais là, nous n'avons pas vu de frein à tous ces comportements personnels de M. Benalla. Bien au contraire, je crois qu'on l'y a encouragé parce que finalement, quoi qu'il ait demandé, il l'a obtenu, y compris lorsqu'on pouvait se poser des questions sur la nécessité des moyens qu'il demandait. Donc, dérive personnelle certes, mais qui n'a pas été freinée par un système de régulation tel qu'il vient être décrit, qui permettait d'encadrer les collaborateurs du président de la République. Jean-Pierre Sueur parle, lui, bien d'une sorte de surpuissance. Je vous propose d'écouter le co-rapporteur socialiste de cette commission d'enquête. La liberté et les pouvoirs excessifs laissés à un chargé de mission dans un domaine aussi sensible que la sécurité du chef de l'État témoignent aux yeux de notre commission de l'imprudence de la présidence de la République dans l'encadrement d'un individu qui avait pourtant fait preuve par le passé de comportements professionnels inappropriés. Vous lirez le rapport. La commission a ainsi découvert qu'Alexandre Benalla avait été licencié de son poste de chauffeur personnel de M. Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, en raison de son manque de, je cite, discrétion, responsabilité et transparence, notamment parce qu'il s'était prévalu du soutien du ministre pour une demande déjà de permis de port d'armes. Jean-Luc Fichet, qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a un problème aussi de manque d'effectivité de la sanction prise à l'encontre d'Alexandre Benalla. Je pense que ce que vient de dire le rapporteur Sueur est très important. C'est-à-dire que M. Benalla est à un moment donné embauché comme dans un service de sécurité, dans une campagne électorale, il fait bien son travail. Ma foi, bon, il y a quand même cette histoire avec M. Montebourg, où on met fin à ses fonctions par manque de discrétion et pour un comportement qui n'est pas adapté à la situation. Voilà. Donc autant quand même de petits signes d'alerte qui font que le personnage peut être très bon dans une mission bien encadrée, etc. Je pense que dans cette affaire, M. Benalla était d'une telle disponibilité, d'une telle bonne volonté, que ça a effacé son incompétence. Et que tout d'un coup, il s'est rendu indispensable. Et donc, il a progressé naturellement dans une sorte de hiérarchie parallèle jusqu'à devenir le directeur adjoint de la chefferie auprès du président de la République, ce qui est absolument phénoménal. Et quelqu'un qui a 27 ans, qui vit un parcours pareil, on peut comprendre qu'à un moment donné, ça explose dans sa tête. Mais quel besoin avait-il, malgré tout, et c'est bien là où on mesure le décalage, de prendre tout d'un coup une matraque pour aller casser du manifestant, alors que c'est absolument en dehors de tout, et c'est vraiment inconsidéré comme comportement. Il y avait un problème aussi de manquement aux règles déontologiques, Philippe Bonnecarrère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant justement pour garantir la sécurité du président de la République ? Il faut plus de transparence aussi, c'est ce que vous préconisez dans le rapport ? Alors c'est probablement un des aspects, alors pour le coup, les plus désagréables du dossier, cet aspect déontologique. Alors il y a des règles avec des déclarations d'intérêt, des déclarations de patrimoine et surtout des déclarations des intérêts que l'on peut avoir. Et il y a des dysfonctionnements dans le dossier Benalla, c'est très clair, mais il y a aussi une part sombre avec ces 2 contrats passés avec les oligarques russes. Et ça, je crois que pour tous mes collègues, c'est vraiment une ligne rouge. La Russie n'est pas un pouvoir neutre. Les oligarques n'agissent pas de leur propre chef. Et quand, à travers des oligarques, un pays mouille, si vous me permettez cette expression un peu triviale, à travers des montants importants, des personnes qui sont dans nos dispositifs de sécurité, là, cela donne effectivement un caractère risqué. Et je crois que le Sénat est effectivement dans son rôle pour que nos concitoyens aient confiance dans nos institutions, aller jusqu'au bout de ces recherches et de ces analyses. Ces contrats russes, Jean Garrigue, ça prouve qu'il y a peut-être eu un enrichissement personnel de la part d'Alexandre Benalla qui avait accès à des documents secret défense. Ça porte atteinte aux intérêts de la présidence de la République, de la France ? Ça pourrait en tout cas, il y a suspicion. Ce qui est sûr, c'est que d'après les enregistrements de Mediapart, il y a eu participation à un contrat avec Vincent Kras et un lien quelconque, peut-être un lien assez fort avec l'oligarque russe Makhmoudov.
Des spécialistes des questions de sécurité m'ont confié que, a priori, ce Makhmoudov en question n'est pas si proche de Vladimir Poutine qu'on pourrait le croire. Ce qui fait que, au fond, le risque de conflit pour la sécurité de l'État est peut-être moins important qu'on pourrait. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Proche de la mafia, et le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Et ce qui est important, c'est la suspicion de conflit d'intérêts. De toute manière, il y a un sujet. On sait bien aussi que M. Benalla fait beaucoup de séjours avec en exhibant son passeport diplomatique au Cameroun, au Tchad, etc. Ça pose quand même des questions. Et le fait d'avoir, ça c'était après, mais à l'Élysée, participer à la conclusion de contrats, même si c'était contrat de sécurité avec l'oligarque Makhmoudov, évidemment, ça pose forcément des problèmes. Je rappelle, en tant qu'historien, que ce type de personnages, ce type d'abus de pouvoir ont déjà existé dans l'entourage élyséen. Et si on se souvient, ne serait-ce que de l'affaire des écoutes téléphoniques de l'Élysée, on avait là une affaire qui était au moins aussi grave et aussi importante. Muriel Jourda, ces contrats russes, c'est la présidence de la République qui a péché finalement par imprudence, selon vous ? Il faut en tout cas trouver un système, y compris assorti de sanctions pénales, pour que les obligations déontologiques soient véritablement respectées. Monsieur Benalla, il avait l'obligation de déclarer ses activités à une commission de déontologie. Il ne l'a pas fait et on ne lui a pas demandé. Donc effectivement, il y a une responsabilité qui est réciproque, même si on peut attendre que monsieur Benalla le fasse spontanément, parce que cela a été dit, les contrats russes, cette proximité peut-être avec le pouvoir russe, pose un problème pour quelqu'un qui se trouve au plus près du président de la République. Et ça ne doit pas exister. Ces suspicions ne doivent pas exister, même si elles ne sont pas suivies des faits. Ça n'est pas possible que quelqu'un qui soit aussi près du président de la République et aussi proche de sa sécurité ait des contacts, directs ou indirects, avec une puissance étrangère. C'est la proposition numéro 6, prévoir par la loi des sanctions pénales, justement, en cas de manquement aux obligations de déclaration d'une nouvelle activité à la commission de déontologie. D'autant que c'est ce qu'on impose aux parlementaires, Jean-Luc Fichet. Certains, ce matin, y ont vu une sorte de revanche de la part des parlementaires. Oh, absolument pas. Je crois que ce n'est pas du tout notre état d'esprit. On n'est pas dans un système de revanche, d'autant qu'on traite d'un dossier qui n'est pas du tout de même nature. Nous sommes, contraints à rendre compte de nos situations, et ce qui est bien normal. Je crois qu'on a tous adhéré au dispositif et ça nous convient. Maintenant, pour ce qui concerne les gens qui travaillent proche des ministres, proche du président de la République, il semble effectivement, pour le moins, que l'on doit veiller à ce qu'ils aient des transparences et que l'on puisse effectivement contrôler leurs faits et gestes, puisque on constate quand même que M. Benalla avait démarré ses contrats dès le mois de mars, alors qu'à ce moment-là, il n'était touché par aucune affaire. Il était toujours actif auprès du président de la République. Et pour autant, il a une vie parallèle. Il y a quand même des éléments qui devraient permettre d'identifier cela assez rapidement. Ça n'a pas été le cas. Et donc, elles ont prospéré et elles ont continué à prospérer au-delà du 1er mai, au-delà du 15 mai, au-delà du 28 juillet. Et c'est cela qui est tout à fait surprenant. Parce qu'on aurait pu imaginer, bien évidemment, qu'après les histoires du 1er mai, des sanctions ont été prises qui n'ont d'ailleurs été appliquées que partiellement. On aurait pu imaginer que cela cesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête complètement en disant, voilà, vous êtes renvoyé, vous n'exercez plus dans le champ auprès de la présidence de la République, ni à l'Élysée, ni en tant que fonctionnaire. Et puis, vous allez rendre des comptes sur vos agissements. Auquel cas, l'affaire s'arrêtait naturellement, je crois. Et puis le rapport du Sénat, s'il y en a vu un, aurait été assez relatif simple, avec des préconisations qui sont effectivement qu'il faut quand même prendre des mesures pour faire en sorte qu'il y ait plus de clarté dans les modes de recrutement. Et puis aussi qu'il y ait cette confiance importante qui soit restaurée. Vous avez des services de gendarmerie et de police qui, eux, ne sont pas défaillants. Et qui nous ont dit dès les premières auditions, d'ailleurs, nous, on subissait ce personnage. Nous étions très, très mal à l'aise parce qu'il était avec nous intraitable, il était irritable, difficile, et nous n'avions qu'à nous exécuter, ce qui pose quand même question. Il s'agit des premières auditions de la commission d'enquête parlementaire de mémoire. Les syndicats de policiers, ça vous a marqué ce qu'ils vous ont dit, Philippe Bonnecarrère, justement, sur le personnage Alexandre Benalla ? Cela a été un élément, ce n'est peut-être pas le point le plus fort, puisque cela n'a pas ensuite été confirmé dans la suite des travaux. Mais au-delà de cela, l'essentiel pour nos concitoyens, dans l'attente, la recherche de confiance qu'il y a aujourd'hui au cœur de la société, c'est de savoir que dans notre pays, lorsqu'il y a un problème, et
très clairement l'affaire Benalla démontre un problème, bien, il est possible d'aller rechercher la vérité, il est possible de faire son travail en toute transparence, et on est dans un pays où les institutions fonctionnent. La démocratie représentative a effectivement ses faiblesses, elle a probablement besoin d'être renforcée par la démocratie dite participative, mais nos concitoyens voient bien qu'elle fonctionne, que la séparation des pouvoirs est là. Il y a un président de la République qui a une autorité politique forte, mais il y a des formes de contre-pouvoir ou des pouvoirs indépendants, la justice et le Parlement. Et à cet égard, ce matin, le Sénat a assumé très clairement son rôle dans les conclusions qui ont été les siennes. Alors, on attendait ce rapport, je le disais avec impatience, on attendait aussi de savoir si les sénateurs allaient saisir la justice pour parjure. Ça a été donc confirmé par Philippe Bas, on l'écoute. Comme l'ordonnance de 1958 relative à l'exercice de ses pouvoirs d'enquête par le Parlement le prévoit, j'ai donc décidé, conjointement avec les deux rapporteurs, et après avoir consulté ce matin la commission des lois, de demander au président du Sénat que le bureau de notre Assemblée, c'est la procédure, délibère, en vue de saisir le procureur de la République de Paris, des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite, tout en soulignant d'ailleurs la qualité et la précision de nombreuses informations qui nous ont été apportées par les dits collaborateurs sur d'autres points très importants. Nous souhaitons aussi que l'ensemble du rapport soit lui-même transmis au procureur de la République afin qu'il puisse apprécier l'existence éventuelle d'autres faux témoignages susceptibles d'avoir été commis par des personnes auditionnées. Il appartiendra donc au bureau d'en décider. Jean Garrigue, parjure peut-être pour 2 personnes, voire 5. C'est quand même assez rare au Parlement et dans l'histoire de la vie parlementaire. Bien sûr, c'est très rare. Ça pose le problème fondamental de ce sentiment d'impunité du pouvoir présidentiel. Ça, c'est quelque chose de récurrent et qui était un poison finalement de la lutte contre toutes les formes d'abus de pouvoir, non seulement sous la Ve, mais depuis que la démocratie parlementaire existe. On voit très bien que le premier réflexe du pouvoir exécutif, du pouvoir présidentiel dans cette affaire a été on ferme la boutique et on ne dit rien, on se calfeutre dans notre toute-puissance présidentielle. Emmanuel Macron, c'est très clair, politiquement, il aurait dû tout de suite clarifier la situation. Ses collaborateurs ont usé de demi-vérité. C'est une faute. Ils ont sanctionné, là aussi, un peu mi-figue, mi-raisin, c'est aussi une faute. Et tout ça vient de cette culture présidentielle dont il est surprenant de voir des hommes neufs s'emparer et user de cette manière. Mais c'est un poison, je le répète. Et dans la société qui est la nôtre, l'exigence d'horizontalité, de transparence, de contre-pouvoir qui est la nôtre, ça ne passe plus. Et ce qui pouvait encore se faire il y a 20 ans, parce que ça se faisait il y a 20 ans, aujourd'hui ça ne peut plus fonctionner. Et il faudra peut-être qu'il y ait des sanctions, justement. Le Sénat est dans son droit. 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende pour avoir menti sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Alors, le Sénat saisit la justice, c'est ensuite à la justice de procéder. Oui, Muriel Jourda, sur ce point, vous avez la certitude qu'il y a donc eu parjure pour ces 2 personnes, mais on voit le Sénat qui pourrait élargir cette demande de saisine de la justice pour 3 hauts fonctionnaires de l'Élysée. Alors, il est vrai que nous avons peut-être un peu plus de certitude pour M. Benalla et pour M. Kras, s'agissant des contrats russes, puisqu'on a eu plusieurs éléments qui ont confirmé qu'ils ont participé à la conclusion de ces contrats, alors même qu'ils nous avaient affirmé l'inverse au moment où ils étaient à l'Élysée. Nous avons aussi des doutes assez forts s'agissant des passeports diplomatiques de M. Benalla, le fait qu'il les ait laissés ou qu'il ne les ait pas laissés. En réalité, il a fait des déclarations qui sont incompatibles entre elles, qui ne sont pas compatibles avec ce que nous a dit M. Stroda, et qui n'ont pas été démenties de façon claire, en tout cas sur des éléments probants. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi d'autres éléments sur lesquels nous avons des membres de l'Élysée qui ont
retenu une partie de la vérité qui nous était essentielle à ce moment-là de nos interrogations. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le passer sous silence, et ça me paraît essentiel. Enfin, Qu'est-ce que vous attendez justement maintenant de la justice sur le cas de ces 3 personnes? D'abord, nous attendons du bureau. Oui, du bureau. Nous attendons du bureau du Sénat qu'il transmette au parquet et qu'on fasse la clarté. Ça n'a jamais été que le but de notre commission d'enquête depuis le départ, c'est de faire la clarté sur des fonctionnements qui nous paraissaient étranges. C'est le rôle du Sénat, c'est le rôle du Parlement que de contrôler effectivement l'exécutif, c'est le rôle constitutionnel. Et ce rôle, il n'a de sens que si effectivement, lorsque l'on vient devant nous, on ne nous ment pas. Donc il me paraissait nécessaire, et nous étions entièrement d'accord avec le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur et moi, puisque c'est une prérogative du président de la commission des lois, pour que ces incohérences, ces invraisemblances et probablement ces mensonges ne restent pas lettre morte. Il en va de la crédibilité du Sénat et donc de la crédibilité des contre-pouvoirs démocratiques. Jean-Luc Fichet, on ne ment pas impunément devant une commission d'enquête parlementaire sous serment. C'est aussi le message qu'a voulu faire passer la Haute Assemblée. C'est un caractère extrêmement solennel. On ne ment pas en général, mais là tout particulièrement, je pense qu'effectivement, les personnes qui sont entendues prêtent serment et nous, bien évidemment, attendons que la vérité éclate dans le questionnement qui est le nôtre et qui porte effectivement sur un chemin qui est assez étroit, puisque nous, tout ce qui concerne le judiciaire, ce n'est pas de notre responsabilité. Et on a bien fait attention, on ne s'est pas intéressé à savoir si les passeports avaient été utilisés dans quel cadre, etc. C'est-à-dire que ce n'était pas ça. C'est comment se fait-il qu'à un moment donné, il soit attributaire de 4 passeports, et y compris après même avoir été sanctionné. C'est ça notre questionnement. Et on attend bien évidemment des réponses claires, des silences quand ça a été le cas avec M. Benalla qui nous a dit mais non, je ne vous réponds pas parce que l'instruction judiciaire traite de cette question-là et donc moi je ne veux pas vous répondre, ce qui a été parfaitement respecté. Maintenant, la notion de mensonge, on l'avait quand même un peu identifiée, on l'avait un peu perçue, elle s'est confirmée au fur et à mesure du temps et là, les conséquences, elles doivent être ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire des sanctions. D'où ce qu'on espère de la décision du bureau du Sénat, c'est effectivement de poursuivre. Philippe Bonnecarrère, c'est pour ça qu'il faut renforcer à la fois les pouvoirs de contrôle du Parlement, mais aussi clarifier, on le disait, l'obligation de signalement d'un crime ou d'un délit. C'est en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Absolument, tout ceci relève de la même chose, de la légitimité de nos institutions. Et quand mes collègues expriment leur souhait de voir le bureau du Sénat transmettre au parquet le justificatif de ce que nous estimons avoir été des mensonges devant notre commission, c'est à la fois la légitimité du travail du Sénat sur le dossier Benalla, mais c'est surtout important pour la suite. Il me paraît vraiment important pour nos concitoyens qu'ils appréhendent que le Parlement a des outils de contrôle de l'exécutif et des exécutifs dans la durée. Nous ne sommes pas là sur M. X, M. Y ou le temps de telle présidence. Et donc le fait que ces commissions d'enquête soient crédibilisées par les conséquences qu'on en tire, y compris bien entendu la sanction d'éventuels mensonges, c'est un élément qui me paraît positif pour la démocratie. Donc aucune réserve sur le processus qui a démarré ce matin. Oui, on a commencé ce débat, Jean Garrigue, en parlant des rapports compliqués entre le Sénat et l'exécutif. Est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle crise institutionnelle ouverte avec ces 3 hauts fonctionnaires qui se retrouvent un peu dans l'œil du cyclone ce soir? Ce serait une énorme erreur de la part du pouvoir exécutif que de transformer cette affaire en un bras de fer institutionnel, parce qu'au contraire, je le répète, tout le monde peut gagner dans ce qui se passe maintenant, qui montre à quel point, je le répète, ce contre-pouvoir démocratique, qu'est la démocratie représentative, nous sommes ici au cœur d'une des 2 assemblées représentatives, est important et peut fonctionner justement pour assurer cette thérapie, cette amélioration du système. Là, c'est typiquement le cas. On peut améliorer notre système démocratique sans forcément le renverser, le remettre en cause. Le message est très très fort en réalité. Dans un moment où on s'interroge précisément sur ce fonctionnement, sur la légitimité de nos élus, de légitimité de nos pouvoirs, on s'aperçoit que ces pouvoirs, ils sont capables justement de se transformer, de s'améliorer et de préconiser des améliorations. Donc moi je pense que véritablement ce serait une faute de la part de l'exécutif que de transformer ça en quelque chose de polémique,
mais au contraire, essayer de réagir dans un sens positif. Eh bien, merci à vous, Jean Garrigue. Merci beaucoup, Muriel Jourda. Merci, Jean-Luc Fichet. Merci à vous, Philippe Bonnecarrère, d'être venu sur ce plateau pour cette édition spéciale. Et puis, c'est une coïncidence, un hasard du calendrier. À la veille de la présentation de ce rapport, on a appris que Alexandre Benalla et Vincent Kras ont été placés hier soir en détention provisoire. Les deux hommes qui sont donc soupçonnés d'avoir violé leur contrôle judiciaire. Ils avaient en effet interdiction de rentrer en contact. Or, les enregistrements révélés par Mediapart font état du contraire. Explication, Quentin Calmy.